Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Hello, aujourd'hui on va parler d'hypnose. Alors ici évidemment il ne va pas s'agir de spectacle ni de performance. Je voudrais juste vous raconter un peu ce qu'on entend par transe hypnotique et expliquer pourquoi c'est un outil simple et pertinent pour nos rééquilibrages ou nos résolutions de problèmes. Voilà, moi quand j'ai découvert ça, en fait, j'étais au début déçue de voir que la transe, c'était pas un état spectaculaire, c'était pas le truc dont tu te souviens toute ta vie, comme les états modifiés de conscience qu'on peut avoir par exemple avec certaines substances. Voilà, c'était pas ça du tout. Donc un peu... Non, quand on est en transe hypnotique, on est somme toute normal, pas endormi, plutôt vigilant, juste un peu entre deux eaux, juste avant l'état de relaxation. On est là sans être là, et puis c'est tout. Et si on est dans ce petit état cotonneux, c'est qu'on a décidé d'y être. Et ça, c'est très important. Pour ça, on a pu demander l'aide d'un hypnothérapeute ou bien on a suivi un protocole pour s'auto-hypnotiser. Donc j'étais déçue du peu d'éclat de cet état et en même temps super enthousiaste de réaliser que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut rentrer en transe du moment qu'il en a envie. Enthousiaste aussi car je me suis rendu compte que c'est très facile d'induire une transe chez quelqu'un. C'est un processus naturel en fait. Ce qui est plus délicat en revanche, c'est ce qu'on en fait de cette transe. C'est pour ça que je vais continuer à aller à l'école, histoire d'approfondir le sujet et le maîtriser. Il y a tout un langage à s'approprier en fait, si on veut aider l'hypnotisé à aller chercher les ressources vraiment au fond de lui. Tout ça, ça ne vous dit pas comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous dire ça avec mes mots à moi. On sait tous que la partie consciente de soi, c'est la partie visible du glaçon. Elle doit bien avoir une importance, sinon elle n'existerait plus depuis longtemps, vous vous en doutez. Mais tout est piloté en dessous, à notre insu. La vie, son étincelle, ses instincts, son intuition, ses apprentissages, tout ça c'est l'inconscient. Nous sommes des inconscients en puissance. Ouais ben c'est pas un scoop dis donc. Et ces inconscients forts, volumineux et généreux ont dû faire une petite place au mental, cette partie consciente qui ne peut s'empêcher de tricoter avec tout ce qu'elle ramasse. Ce mental, il a peur du vide et du coup il fait sans cesse de la mousse pour occuper l'espace. Donc on pense en permanence. On analyse tout ce qui bouge et on en fait des sacs de nœuds, un peu comme dans le syndrome de Diogène. On accumule. On finit même parfois par perdre l'essentiel et à ne plus retrouver nos petits. Alors, pendant ce temps, l'inconscient fait ce qu'il peut. Il range notre bazar patiemment. Il ne jette rien le bougre. Il nous bichonne en fait. Il nous protège en permanence à sa façon. Un vrai papa poule quoi. Parfois, cette façon n'est pas très cool, pas très adaptée ou alors il y aurait mieux à faire. En nous protégeant d'une façon, il induit des conséquences pas terribles. Il suffirait juste de modifier la façon de protéger. Vous me suivez? Eh bien, c'est là que l'hypnose intervient. Et là, c'est magistral. On va pouvoir demander à cet inconscient de bien vouloir revoir sa copie, car là, elle nous enquiquine un peu. Il faut savoir que notre inconscient nous met lui-même en pause à différents moments de la journée, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Il en a besoin pour pratiquer ce que j'appelle, moi, des opérations de maintenance. Il a trié du bazar et du coup, il met notre mental de côté pour ranger où il veut, sans être dérangé par le fameux tricoteur. Donc, ne perdons pas de vue que l'hypnose, c'est un mécanisme naturel, naturellement présent chez tous et toutes. Donc, que se passe-t-il durant une séance d'hypnose? On vient avec un souci qui nuit à notre santé, à notre bonheur ou à notre vie relationnelle au sens large. Ou les trois. L'hypnopraticien nous met en transe. En fait, nous nous y mettons nous-mêmes, mais c'est lui qui nous met sur le chemin, disons. Il y a différents signes qui montrent qu'on y est. On peut parler, répondre aux questions du praticien qui vérifie comme ça que tout est OK. Cette induction permet donc de jeter un gros nonos au mental et de pouvoir communiquer directement avec l'inconscient le temps qu'il rogne sous toutes ses coutures. Le mental est alors focalisé sur un truc qu'il aime bien, on a la paix pour un petit moment. OK ? Et là, le praticien va en profiter à fond. Le champ des techniques est très vaste. Visualisation, retour dans le passé, pointage des émotions, dissociation, suggestion finement amenée. Il y a plein de trucs à faire pour aider l'inconscient à aller chercher la solution idéale, la ressource nécessaire
pour que le souci n'en soit plus un. L'hypnose ericksonienne considère que toutes les ressources sont là, disponibles. Il faut juste pouvoir y accéder, comme si elles étaient au fond d'un puits muré. Donc, pendant qu'on a donné l'os à Cerbère, le mental qui a muré l'accès du puits, l'inconscient a le temps de libérer la plaque qui couvrait ce puits, de descendre avec son seau, choper les ressources, les souvenirs, les apprentissages dont on a besoin à ce jour. Il peut même juste modifier un souvenir de façon à ce que ce souvenir ne nuise plus dans le présent. Le praticien laisse du temps pour que ça se fasse, parfois sans parler, juste en respirant avec la personne, en se synchronisant parfaitement avec elle. Il rassure, il sécurise. Il peut y avoir des larmes spontanément, des sourires, des paroles. Tout est accueilli dans la plus grande bienveillance. Quand le job est fait, le praticien reprend le nonos au mental, qui du coup reprend le cours des choses là où il s'était arrêté. Mais l'inconscient est toujours là pour gérer, avec des infos nouvelles ou remises au goût du jour. Et son travail de changement continue à opérer sans bruit. Le souci a disparu ou il disparaîtra bientôt. Il faudra sans doute 1, 2 ou 3 séances de plus, mais pas des mois et des mois. On doit cette approche à Milton Erickson, un toubib exceptionnel né en 1901, atteint de polio. Il gérait ses douleurs en pratiquant une auto-hypnose. Il n'a pas inventé l'hypnose qui, elle, existe depuis des milliers d'années, mais il a identifié des mécanismes et mis au point des techniques pour obtenir des effets reproductibles et efficaces. En ce sens, c'est un pionnier en matière d'hypnose. À 20 ans, les médecins le pensaient condamné, à tel point qu'il entend l'un d'eux dire à sa mère « Votre fils ne passera pas la nuit ». Il demande alors à sa mère de tourner son lit pour voir une dernière fois le soleil se coucher. Et en focalisant sur l'astre et les lumières, il s'est mis dans un état où il a capté qu'il accédait à quelque chose de profond en lui, quelque chose capable de beaucoup. C'est comme ça qu'il a découvert l'auto-hypnose. Donc, il a survécu pour notre plus grand bien. Sa polio l'avait rendu impotent, et bien c'est en regardant sa petite sœur apprendre à marcher qu'il lui vint l'idée de réapprendre comme elle en recréant des connexions nerveuses peu à peu. Et ça a fonctionné. Limité quand même dans ses mouvements, il n'arrêtait pas d'observer les gens. Et ça lui a permis de décoder beaucoup d'aspects de la communication non verbale. C'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille sur la prédominance de l'inconscient et surtout sur le fait que notre inconscient n'est pas notre ennemi qu'il faudrait refouler. Bien au contraire. Qui dit puce à l'oreille dit chien, qui dit chien dit nonos, qui dit nonos dit mental, va jouer ailleurs un moment, stop. La boucle est bouclée. Comme je n'ai aucun conflit d'intérêt, je remercie vivement l'équipe de Génération Formation à Montpellier. Leur enseignement a été très précieux pour moi. Je crois que c'est le diplôme le plus important de mon parcours. J'espère que ça vous a éclairé sur ce sujet lumineux. À tout bientôt.